Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du journal des machines à coudre anciennes. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps jusqu'au 30 juin 1861, jour où un certain Charles Raymond déposait un brevet pour un looper ingénieux. Un petit crochet tournant capable de former un point de chaînette régulier et sans navette. Sa machine, fine, compacte et silencieuse, fut conçue à Guelph, au Canada, loin des grandes marques déjà établies telles que Singer ou encore Wilcox & Gibbs. Construite dans un modeste atelier, c'est là que naquit une lignée de machines à coudre aussi robuste qu'est gracieuse. Et je vous propose aujourd'hui de vous joindre à moi dans cette toute nouvelle aventure de restauration. Arrivé jusqu'à nous sans mode d'emploi, sans manuel et sans indication, je vais restaurer cette machine à coudre de 1861. Aucune notice, pas de plan. Avec seulement les connaissances que j'ai de mes autres machines à coudre, je vous mets la playlist dans la description pour que vous puissiez aller les voir. Je me suis lancé un défi, redonner vie à cette machine à coudre et la faire chanter de nouveau dans mon atelier. À votre avis, est-ce que je vais réussir mon pari ou est-ce que je vais renoncer et finalement la garder comme objet de décoration ? Mais avant de répondre définitivement à cette question et de passer à la restauration de la machine, je dois vous mettre en garde à propos de quelque chose. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les objets vintage et les machines à coudre anciennes, n'allez pas sur des sites tels que eBay si vous êtes dans un mauvais mood. Car clairement vous avez beaucoup plus de chances de craquer pour un objet que, à la base, vous n'aviez pas du tout projeté d'acheter, plutôt que le cadeau d'anniversaire que vous deviez rechercher. Car vous l'aurez compris, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette machine à coudre. Le résultat, je me retrouve avec une machine à coudre que je ne connais pas et que très peu de sources mentionnent sur internet et toujours pas de cadeau d'anniversaire. Mais bon, il me reste encore un petit peu de temps pour pouvoir trouver un cadeau à ma maman. Je peux donc passer à la restauration de cette machine à coudre sans me stresser. Mais là encore, c'est assez relatif, vous le verrez tout au long de la vidéo. Cette machine à coudre m'aura donné du fil à retordre. Mais d'abord, avant de tout démonter, il faut connaître un petit peu la machine. Alors je l'ai fait légèrement tourner et je me suis aperçue que le volant était légèrement grippé. Il allait falloir que je le démonte. Ensuite, comment fonctionne le reste de la machine? Quant au levier du pied presseur, il est au-dessus de la machine et non à l'arrière du pied. Mais comme on ne commence pas une restauration à 18 h le soir, j'ai attendu le lendemain pour m'y mettre. Et ne faites pas attention à ma tenue, franchement j'ai mis les choses qui craignaient le moins dans mon armoire pour pouvoir faire cette restauration et éviter qu'il y ait des taches. Et déjà on peut voir que le coffre a besoin d'un bon entretien. Le bois est sale, poussiéreux, mais surtout il semble dénutri. Il a perdu sa couleur et il va falloir le lui redonner.
J'ai donc mis la machine de côté pendant un moment puisque je savais que c'était elle qui me prendrait le plus de temps pour commencer par m'occuper du coffret. Je l'ai mis sur un chiffon pour éviter de ruiner ma table et j'ai commencé à la brosser pour pouvoir retirer un maximum de petites poussières qui pourraient être piégées dans les rainures du bois. Et oui, c'est un pinceau à la base pour couleur, mais étant donné que je n'en fais plus et que je ne fais plus non plus de henné, il fallait bien qu'il serve à quelque chose et je me suis dit que ça serait très bien pour venir retirer les poussières des rainures du bois. Et on voit déjà que le bois change de couleur, pas énormément, mais assez pour me donner bon espoir de pouvoir le récupérer. J'avais eu exactement le même problème avec le coffret de ma Clemens Müller lorsque j'en ai fait la restauration. Énormément de poussière au niveau du bois qui était coincé dans les rainures et un bois dénutri qui avait clairement besoin d'un bon coup de huilage. Et mis à part une légère restauration qui semble dater d'une 50aine d'années sur l'arrière du coffret, personne n'a pris soin de nourrir le bois. J'ai donc pris le temps de le chouchouter pour lui rendre sa gloire passée. Surtout que si je ne me trompe pas, il semblerait que le coffret soit fait en acajou, un de mes bois favoris. Une fois le coffret brossé et le plus gros des poussières retirées, j'ai pris un chiffon doux et je suis venue nettoyer mon bois. Alors oui, normalement on n'est pas censé mouiller le bois, mais c'est un bois qui a plus de 160 ans et qui est issu d'un arbre qui déjà devait avoir quelques années. Je pense qu'il peut résister à un petit peu d'eau. Surtout que je ne l'inonde pas non plus. La quantité d'eau est mesurée et contrôlée pour être sûr que le bois ne gondole pas et ne s'abîme pas. C'est un peu la difficulté du travail du bois, la contrainte du fait que ça soit une matière organique qui bouge énormément en fonction de l'hydrométrie, donc il faut faire très attention à ce que l'on fait. Et heureusement j'ai de la chance, j'ai mon papa qui travaille depuis plus de 20 ans le bois et qui a su être de précieux conseils pour m'expliquer exactement la bonne quantité d'eau que j'avais besoin d'utiliser pour nettoyer le coffret sans l'abîmer. Et comme vous pouvez le voir, il était très sale, je ne pouvais décemment pas le laisser comme cela. Et déjà, rien qu'avec un léger nettoyage, on voit la différence entre l'intérieur du coffret et l'extérieur. Et il y a quelque chose de magique à nettoyer du bois ancien qui a perdu un petit peu de sa superbe. C'est rien qu'avec un tout petit peu d'eau, on voit déjà les anciennes couleurs se raviver. La poussière s'envole et l'éclat du bois se révèle de nouveau à nous. Et si je n'ai aucune idée de son histoire, des femmes qui l'ont possédée avant moi, je sais par contre qu'elle a traversé l'Atlantique depuis le Canada jusqu'en Angleterre avant de venir en France. Et donc l'entièreté de ce coffret porte les stigmates de son voyage. Certaines des rayures peuvent provenir de ces temps-là, d'autres peut-être d'un enfant jouant à côté. Assez poétique de se dire qu'elle a eu une vie avant et tellement trépidante que certaines de ces marques en sont encore aujourd'hui les témoins silencieux. Pour toutes mes machines à coudre et sans exception, j'ai été émerveillée par l'histoire qu'elles portaient, par les voyages qu'elles avaient effectués, depuis leur lieu d'origine, leurs usines de fabrication jusqu'à moi, les femmes qui ont cousu avec. Mais pour celle-ci, il y a une dimension encore plus marquée. D'abord, elle a traversé un océan pour arriver jusqu'à moi. Et c'est également comme si j'avais un petit bout du nouveau lieu de vie de ma petite sœur qui est partie vivre au Canada. Un peu comme si je l'avais toujours auprès de moi. Et une fois le coffret séché et toute trace d'humidité évaporée, j'ai entrepris le long travail de huilage. Et vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos de restauration de machines à coudre ou même celles de l'entretien de mon mannequin, je ne huile aucun bois avec les huiles du commerce. Et bien entendu, je n'utilise aucun vernis chimique. Tout est fait au naturel et quoi de plus naturel que l'huile d'olive. Et d'ailleurs, je crois que je me ferais botter les fesses par mes ancêtres si jamais j'avais l'outrecuidance d'utiliser une autre huile. Comment lutter lorsqu'un côté de la famille vient de Marseille et l'autre d'Italie? Je pense que je n'avais pas trop le choix, valait mieux que j'utilise de l'huile d'olive si je n'avais pas envie de me faire tirer les pieds dans mon sommeil. Alors j'ai passé une bonne couche d'huile d'olive sur toutes les faces du coffret, en n'hésitant pas à insister au niveau des rayures et des rainures du bois qui étaient un peu plus profondes que les autres. Et si j'ai pensé de prime abord que ça ne me prendrait qu'une dizaine de minutes, point d'info. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour terminer l'entièreté des faces externes du coffret.
Autant vous dire qu'il était totalement assoiffé. Et d'ailleurs, cela se voit, la couleur a énormément changé. Et même avec l'huile séchée, on voit encore toutes les variations de couleur du bois. Ça lui a vraiment fait du bien d'avoir un petit peu d'entretien et un petit peu de soin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que le bois s'est fendu sur l'arrière du coffret, puisqu'il était desséché, que personne ne l'avait réellement entretenu, ne l'avait huilé et nourri. Le bois finit par craqueler et par se fissurer et donc se briser. Et si je suis contente que quelqu'un ait pris le temps de restaurer le coffret, par contre je déplore le fait que personne ne semble savoir que le bois doit se nourrir. Alors j'insiste vraiment là-dessus pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile d'olive sur tous vos objets en bois pour les nourrir et les conserver beaucoup plus longtemps. Et une fois les faces externes de mon coffret huilées, je l'ai mis de côté le temps que cela sèche et je suis venue m'occuper finalement de la machine. Et pour cela, j'ai repris mon pinceau de coloration et je suis venue retirer toutes les grosses poussières qu'il y avait sur la machine. Mais sans trop insister parce que je savais que j'allais tout démonter. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le démontage de la machine en commençant par la manivelle. Et là, il faut faire très attention, étant donné que c'est une machine qui fait à peu près 3 kg, c'est facile d'entraîner l'entièreté de la machine en même temps que l'on tourne le tournevis. J'ai d'ailleurs été étonnée de constater que le système de fonctionnement de la manivelle de cette machine est quasiment identique au système que j'ai sur ma Clemens Müller de 1880. Et une autre surprise, si le coffret n'a pas été très bien entretenu, même s'il a tout de même survécu à ces dernières décennies, la machine, elle, est en parfait état. Très peu de rouille, comme vous pouvez le constater ici sur le rouage d'entraînement de la manivelle, contrairement à ma Clemens Müller qui, elle, était très rouillée. Mais cela ne m'a pas empêché de mettre un petit coup de nettoyage pour retirer les poussières qui pouvaient être incrustées et redonner de la couleur à l'émail. Et comme mon engrenage et ma manivelle sont soudés ensemble et que je ne peux pas les démonter, j'ai donc nettoyé l'en reste de l'engrenage directement en passant à travers les ouvertures de la manivelle. Et j'ai également nettoyé l'émail extérieur en faisant attention de ne pas abîmer les dorures. Et une fois la manivelle terminée, j'ai pris un pinceau un peu plus souple pour dépoussiérer les rouages internes de la machine. Mais vraiment superficiellement, juste de quoi dégager les vis pour pouvoir les retirer par la suite, avant de nettoyer la grande vis de la manivelle et la remettre à sa place pour ne pas oublier exactement où elle se situait. Puis j'ai retiré les vis du rouage supérieur. Et j'ai vraiment été étonnée, moi qui ai été habituée avec mes autres machines à des vis qui étaient cassées, des pas de vis qui étaient détruits, des vis encore qui étaient complètement rouillées ou qui étaient figées directement qu'on ne pouvait plus bouger. Là, elles sont sorties toutes seules, je n'ai pas eu besoin de forcer. Ça m'a vraiment surprise. Je me disais que pour une machine à coudre de 1860, j'allais galérer à les retirer. Ce ne fut clairement pas le cas. Elles sont venues toutes seules et sans aucun problème. Par contre, il y a quand même une pièce qui n'a pas voulu venir. C'est l'engrenage inférieur de la manivelle qui lui est resté en place. J'ai donc dû le nettoyer directement sur la machine en faisant très attention de ne pas trop l'humidifier pour éviter que cela ne rouille. J'ai ensuite retiré la vis qui permet de déterminer la longueur du point et ça m'a paru vraiment long. Elle est très longue et surtout elle se dessert vraiment petit à petit. Et il faut dire également que mon tournevis n'était aussi pas très coopératif. Il arrêtait pas de sauter, je sais pas trop ce qu'il avait, c'était pourtant le bon embout, mais non. J'ai eu un mal fou à retirer la vis et c'était pas parce qu'elle était rouillée.
J'ai ensuite retiré les vis de la plaque de face, ce qui va me permettre d'avoir accès à la barre d'aiguille ainsi qu'au pied presseur. Et encore une fois, les vis sont venues assez facilement, elles n'étaient pas rouillées, et quelque chose a commencé à me titiller un petit peu. Il semblait que la machine n'ait jamais été huilée, et je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je me suis dit ce n'est pas grave, cela doit être parce que ça fait de très nombreuses années qu'elle n'a pas cousu, et donc l'huile a séché. En fait, l'explication est tout autre, je vous en dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et si je n'avais détecté aucune présence de rouille au niveau des rouages sur la manivelle, par contre pour la barre à aiguille, là il y avait des présences de rouille. Mais ce n'est pas grave, j'ai une technique imparable pour la retirer et en plus qui est naturelle. Mais avant, le pied presseur. Je l'ai retiré de la machine en faisant très attention à la plaque qui permet de le soulever, qui est au-dessus de la machine. Et là encore, j'ai noté quelques petites présences de rouille. Mais regardez-moi ce travail d'orfèvre. Ce pied presseur n'est-il pas magnifique ? Puis j'ai retiré l'arbre d'actionnement du système de couture. Je vous montrerai en fin de vidéo comment ça fonctionne. J'étais époustouflée de voir l'ingéniosité d'un tel système. Et enfin les derniers éléments supérieurs de la machine à retirer, le levier du pied presseur. Et pour comprendre la particularité de fabrication de cette machine, il faut comprendre son histoire. Charles Raymond voulait des machines petites, compactes et qui ne soient pas trop lourdes. Elle mesure donc 21 cm et pèse moins de 3 kg. Elle est plus petite que les Wilcox Gibbs, qui déjà se targuaient d'avoir de toutes petites machines, mais plus grosses que des machines pour jouets. Cependant, cela reste quand même la plus petite machine à coudre du marché pour adultes. Charles Raymond a dû faire face à un obstacle de taille. Comment faire une machine à coudre aussi petite avec tous les composants dont celle-ci a besoin pour fonctionner? D'abord en modifiant le looper de Wilcox Gibbs qui était à 2 crochets pour le passer à un système à un seul crochet. Et enfin en mettant le levier du pied presseur au-dessus de la machine plutôt qu'à l'arrière du pied presseur. Et si je n'ai encore eu aucune Wilcox Gibbs entre les mains, il est facile de voir que ce sont de véritables trésors d'ingénierie, même en vidéo. Cependant, contrairement à la Raymond, elles sont plus grandes et plus lourdes. Mais qui dit machine plus lourde dit aussi machine plus stable. Celle-ci est très peu stable. Elle passe son temps à bouger dès qu'on commence à coudre, même si j'ai le système de fixation à la table. Malheureusement, ma table est beaucoup trop épaisse et donc je ne peux pas le mettre. Et il va falloir que je fabrique un socle pour pouvoir la mettre dessus, mais hors de question de la percer. Non, je vais plutôt acheter des aimants très puissants, percer mon socle et ensuite mettre ma machine par-dessus. D'ailleurs, je prévois d'en faire un réel, ou peut-être que j'en ferai une vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et c'est au moment de démonter la plaque de la machine que ma caméra a décidé de s'éteindre, il n'y avait plus de batterie. Mais heureusement, j'ai pris soin de bien tout vous filmer au moment du remontage pour que vous sachiez exactement où retirer les vis si jamais vous en achetez une un jour. Et j'en ai profité pour vous montrer les décors type victorien de la plaque. Et d'ailleurs, j'hésite. Sont-ils peints à la main ou est-ce des décalcomanies? Car je sais que certains des premiers modèles de Raymond étaient peints à la main. Et j'ai profité un instant de pouvoir voir l'entièreté du système de couture de la machine à l'œil nu pour faire tourner un tout petit peu les rouages qui permettent l'actionnement du looper. Avant de retourner au nettoyage de la plaque de la machine. Heureusement, ce n'était pas de la rouille, peut-être de la poussière de bois qui s'était accumulée, je ne sais pas trop. J'ai passé un coup de chiffon très légèrement humide avant de venir remonter le système. Et autant vous dire que je me suis pas du tout amusée. Le système refusait de se remettre en place, de s'aligner correctement. Le petit ressort qu'il fallait venir coincer au niveau du bras des griffes d'entraînement n'arrêtait pas de sauter et j'ai vraiment eu peur de ne pas réussir à le remettre en place. Fort heureusement, j'ai eu l'idée de commencer par mettre un petit tour de vis pour venir fixer l'arbre et ensuite faire glisser le ressort à sa place. Ça fonctionne 100 fois mieux comme ça et ça permet surtout de ne pas le casser. Et malheureusement avec des pièces qui sont aussi vieilles, si je l'avais cassé, j'aurais eu énormément de mal à retrouver une nouvelle pièce et je pense même d'ailleurs que ça aurait été introuvable. Alors autant user de prudence et faire les choses à l'envers si jamais ça peut aider. Puis j'ai mis une goutte d'huile au niveau des zones de frottement, actionné très doucement et très légèrement le mécanisme pour faire descendre l'huile et pour qu'il puisse atteindre l'entièreté des parties qui restaient en frottement, en faisant très attention de ne pas le casser. J'avais extrêmement peur qu'il casse, mais en fait ça s'est bien passé et en même temps quand on regarde la pression que ça donne la couture une fois tout le système remonté, le fait d'avoir peur de le briser uniquement à la main, je pense que c'était un tout petit peu irrationnel. Et faites comme si je ne l'avais pas dit, mais j'ai trop serré la vis. On verra ça un petit peu plus tard.
En attendant, continuons à dépoussiérer cette beauté qui est très empoussiérée au niveau de la base. Comme vous pouvez le voir, une volée de poussière dès le premier coup de pinceau. Et pour les zones un petit peu plus difficiles à atteindre, le chiffon avec le bout du pinceau pour venir frotter. Ça permet de ne pas abîmer les mailles et de venir dépoussiérer tous les coins et les recoins qui malheureusement sont plus difficiles à atteindre avec le pinceau. Et puis j'ai retiré une vis dont je ne comprends toujours pas l'utilité, donc si jamais vous le savez, vous pouvez me le dire en barre d'infos si jamais par hasard quelqu'un passe ici et connaît un peu ces machines. Moi, je cherche encore à quoi elle sert. Et comme je n'avais pas du tout envie de défaire l'entièreté du système de couture et le looper, j'ai directement nettoyé et huilé sur la machine. Et là, j'ai fait la plus grosse erreur que j'ai faite avec cette machine. Je l'ai huilée. Visiblement, après des recherches que j'ai faites dans la soirée liées à un autre problème sur la machine, je n'aurais pas dû la huiler. Mais je dois dire que je suis assez circonspecte. Si elle n'a pas besoin d'être huilée, comment ça se fait qu'elle tourne beaucoup mieux après l'avoir été ? Car même si je ne l'ai pas fait tourner longtemps, cela fut assez pour que je puisse voir qu'il y avait quand même une différence, notamment au niveau de la manivelle qui fonctionnait beaucoup mieux. Et comme vous pouvez le voir également au niveau du système du looper, il semble quand même bien mieux se porter avec un petit peu d'huile. Je ne sais pas. C'est un mystère pour moi. Si jamais vous avez un début d'explication, vous pouvez me le dire en commentaire. Et enfin, j'ai commencé à la remonter en insérant premièrement la pièce qui va venir permettre de régler le système de longueur de poing. Car oui, le système de longueur de poing est aussi complètement différente de toutes les machines que j'ai. C'est cette petite pièce que je viens de mettre actionnée par la vis qui vient directement se positionner sur l'arbre des griffes d'entraînement qui vient déterminer la longueur du poing. Quand je vous disais tout à l'heure ingéniosité et minimalisme, on est vraiment en plein dedans avec cette machine. Et c'est là que j'ai compris pourquoi retirer cette vis m'avait paru aussi long. Eh bien parce qu'elle est longue, elle est très longue pour pouvoir venir exercer une pression sur la pièce qui elle-même exercera une pression au niveau de l'arbre des griffes d'entraînement. Et pour continuer dans mes erreurs, étant donné que je ne le savais pas, j'ai huilé l'entièreté des petits trous de la machine avant d'insérer l'arbre qui va permettre l'actionnement de la barre à aiguille. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai démonté l'entièreté de la machine dès que j'ai su que je n'aurais pas dû la huiler pour retirer l'huile que j'avais mis. Sauf au niveau de la manivelle parce que je le sentais qu'il y avait besoin d'un huilage, donc je l'ai laissé à cet endroit-là. Par contre, sur le reste de la machine, j'ai tout retiré et c'est vrai qu'elle fonctionne très bien sans, mais je vais voir dans le temps si jamais j'ai besoin de la huiler quand même parce qu'elle est vieille et peut-être qu'à l'époque il n'y en avait pas besoin, mais maintenant oui, je vais voir en l'utilisant au fur et à mesure, voir comment elle se comporte. Et bien évidemment, j'avais beaucoup trop serré la vis qui permet de déterminer la longueur du point. J'ai donc desserré en partie la vis pour pouvoir remettre la plaque parce que sinon je ne pouvais tout simplement pas la mettre. La pièce venait beaucoup trop déporter la plaque et je ne pouvais même pas l'aligner en fonction des trous pour pouvoir ensuite mettre les vis. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai bien fait attention de vous montrer où se retiraient et se remettaient les vis, étant donné que ma caméra avait craché juste avant parce qu'elle n'avait plus de batterie.
Et évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai continué à huiler l'entièreté de ma machine. En même temps, lorsque l'on ne sait pas les choses et qu'on découvre les informations par la suite, c'est difficile de deviner. Puis j'ai légèrement fait tourner le mécanisme pour voir si tout allait bien, et on voit bien que ça ne va pas, non. Les griffes d'entraînement ne fonctionnent pas telles qu'elles le devraient, mais je pensais que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas la manivelle. D'ailleurs, vous voyez, je touche pour voir, je trouve qu'elles sont un petit peu trop hautes, et j'ai fini par démonter la plaque et me dire qu'il fallait que je remonte d'abord la manivelle pour être sûre du fonctionnement et ne pas faire trop de bêtises. Et j'ai également oublié de vous dire, j'ai laissé l'huile également au niveau du système d'entraînement interne à la machine, donc également sous les petits rouages qui permettent d'actionner le bras à aiguille, mais également celui qui permet d'actionner le bras des griffes d'entraînement. J'ai ensuite remis les vis sur le rouage supérieur. Et comme pour ma Clemens Müller, j'ai eu un peu de mal à la remettre à sa place parce qu'il faut synchroniser entre le rouage du dessus, le rouage du dessous et le rouage de la manivelle. Et donc ça demande un petit peu de coordination, puis en même temps il faut maintenir la manivelle, il faut resserrer la vis et éviter tout décalage. Sans compter que la machine bougeait, étant donné qu'elle est beaucoup trop légère, et encore plus lorsque la moitié de ses composants ne sont plus sur elle. Et puis quelques tours de manivelle pour vérifier qu'elle soit bien dans son axe et qu'elle soit correctement remontée. Avant de me rendre compte que j'ai oublié de remettre les deux vis qui permettent l'actionnement de l'arbre du looper. Ça n'a pas été facile de les remettre à sa place, elles n'arrêtaient pas de tomber, de glisser, elles ne voulaient pas rester dans leur position naturelle, ça a été assez folklorique à remettre. Au final, j'aurais eu plus vite fait de redémonter l'entièreté de la manivelle pour la remettre, mais j'ai voulu me compliquer la vie et remettre directement les vis de manière beaucoup plus compliquée. Mais bon, j'y suis arrivée, c'est quand même ça le plus important, non? Après tout, que cela soit fait dans l'ordre ou dans le désordre, à partir du moment où ça rentre dans l'ordre, n'est-ce pas ça le plus important? On se rassure comme on peut. Mais bon, il est maintenant temps de remonter la plaque de la machine. Est-ce que cette fois, ça sera bon? Bon, je ne vais pas vous faire patienter, je pourrais vous laisser attendre et regarder, voir si vraiment ça va ou ça ne va pas. Non, je vais être gentille et vous le dire tout de suite, ça n'allait pas. Vous vous souvenez de la vis de tout à l'heure où je vous ai dit que j'avais trop serré? Eh bien ne l'oubliez pas parce que je n'ai toujours pas remarqué. Non, moi je pensais que le système, le mécanisme de couture par rapport aux griffes d'entraînement était uniquement réglé par la vis qui en réalité est là pour régler la longueur de pointe. J'ai donc pas arrêté de la serrer, desserrer, resserrer, redesserrer et il n'y avait toujours aucun changement. Eh bien oui, c'est normal, je ne m'occupais pas de la bonne vis.
Je suis même allée jusqu'à me dire que peut-être c'était une question de huilage, que, les griffes d'entraînement touchaient un petit peu trop les bords et que c'était ça qui faisait que ça donnait cet aspect bizarre quand j'actionnais le mécanisme. Mais je n'ai pas pensé une seule seconde à cette vis. Non, absolument pas. Et parfois, la meilleure chose à faire lorsqu'il y a quelque chose qui coince et qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer où ça se trouve, c'est de remonter l'entièreté du mécanisme. Je me suis donc attelée à remonter tout le système de couture de la machine. J'ai donc huilé tous les points de contact, oui encore, je continue de vous le mentionner même si je sais que techniquement je n'aurais pas dû le faire parce que tout simplement je l'ai fait et que donc je trouve que c'est important de mentionner tout de même, même si l'on a fait des erreurs. Et j'en ai fait beaucoup sur cette machine, donc il y a beaucoup d'erreurs et je vais le dire souvent que je me suis trompée. Et même si je me suis trompée, j'ai tout gardé en vidéo pour que vous ne refassiez pas ces mêmes erreurs si jamais vous décidez d'en acheter une ou d'en adopter une ou encore si vous en trouvez une un jour au détour d'une brocante et que vous décidez de craquer dessus. Et de toute manière, même de manière générale, lorsque c'est la couture, je n'ai aucun problème à vous dire lorsque j'ai eu des difficultés et lorsque je me suis trompée, parce que je trouve que c'est aussi important d'être réellement honnête avec les gens qui regardent les vidéos, car ça peut aider et surtout, tout le monde est faillible. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais après le reste, ce qui reste à faire, c'est de les corriger et à partir de ce moment-là, on peut se dire que l'on commence vraiment à évoluer dans quelque chose et c'est pour moi le plus important. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à vous montrer tous les points sur cette machine où j'ai eu justement des erreurs. Et comme m'a toujours dit ma mère, ce sont les erreurs et les échecs qui font évoluer. C'est de ne pas y remédier une fois que l'on ne sait qui fait que l'on n'évolue pas. Mais revenons à notre restauration. J'ai remis le pied presseur à sa place et ce ne fut pas une mince affaire étant donné que je n'avais pas remis le levier de pied presseur à sa place avant de réenclencher le système de couture. Puis j'ai remis la barre à aiguille en faisant attention de bien l'enclencher avec le bras qui va venir l'actionner. Et comme avec la Clemens Müller, il faudrait avoir 3 mains pour pouvoir remettre le système en place parce qu'il faut le maintenir à la main en place, il faut tourner la manivelle pour pouvoir réenclencher tout le système sinon ça ne marchera pas et il faudrait une 3e main pour venir poser la plaque de face pour maintenir l'entièreté du système de la barre aiguille et du pied presseur à sa place. Et même si je sais que les composants sont solides et cela m'a fait ça avec toutes mes machines à coudre, j'ai toujours peur de les casser. J'ai toujours peur de faire un faux pas ou plutôt une fausse manœuvre qui fera que eh bien, je vais casser une pièce. Ça ne m'est jamais arrivé et pourtant j'ai l'impression d'avoir du cristal dans les mains à chaque fois. Je ne peux me débarrasser de cette appréhension lors surtout de la remontée que je vais casser quelque chose et que ma machine sera ruinée. Et je pense que je pourrais avoir un millier de machines dans les mains que ça me ferait toujours cette sensation-là. À chaque fois que je dois entretenir une de mes machines, ou là comme cela le premier entretien ou la restauration, j'ai le cœur à 200. Je n'arrive pas à me calmer, j'ai peur de lâcher les pièces, je les serre dans mes mains et en même temps je me dis ne serre pas trop parce que tu risques de les plier. C'est complètement irrationnel parce que ce sont des pièces qui ont traversé les âges. Celle-ci a plus de 160 ans. La machine à coudre, la Clemens Müller, elle a 146 ans, mais c'est pas grave. J'ai toujours peur de les briser, de les casser, de les ruiner. Malgré le fait que je les entretienne très régulièrement et tout, j'ai toujours cette peur qui est ancrée en moi. Peut-être qu'un jour elle partira, mais franchement, je ne suis pas sûre. Arriver à un point tel qu'il est maintenant, je pense que je l'aurai toujours. J'ai ensuite remonté le système du levier du pied presseur en faisant attention à la petite encoche qu'il y a au niveau justement de toute la barre du pied presseur, à bien la mettre à l'intérieur parce que sinon, tout simplement, ça ne fonctionnera pas.
Et après avoir remis la barre, j'ai remis le levier en faisant attention que la tige vienne bien correctement se positionner pour pouvoir justement soulever la plaque et soulever le pied presseur. J'ai ensuite fait un test en l'actionnant pour voir s'il était positionné correctement. Et comme je trouvais que le système accrochait un petit peu, que ça manquait un peu de fluidité, j'ai mis une toute petite goutte d'huile, que j'ai laissée d'ailleurs, je ne l'ai pas retirée là non plus sur ce composant, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple à actionner avec un léger huilage plutôt que de ne pas en mettre. Et j'ai réinséré directement toutes les petites pièces qui permettent de tenir la bobine en place sur le porte-bobine parce que j'étais en train de remonter la machine et que j'avais peur malheureusement de les perdre. Vous savez, c'est le genre de petites pièces qui aiment tomber par terre et puis rouler hors de notre vue en l'espace tout juste une demi-seconde. Alors je préfère être précautionneuse et la remettre directement sur la machine. J'ai ensuite mis un petit peu d'huile au niveau des rouages, mais beaucoup moins que ce que j'avais mis avec la Clemens Müller. J'en avais beaucoup trop mis et j'avais dû retirer la manivelle pour retirer l'huile en trop que j'avais mis. Là, j'en ai mis très peu. Je l'ai mis en micro-dispersion et à l'aide du pinceau pour contrôler la quantité vraiment d'huile que j'allais mettre, contrairement à ce que j'avais fait avec la Clemens Müller. Et je ne pensais vraiment pas avoir autant de points communs avec la Clemens Müller. Ça m'aura énormément aidé pour m'occuper de cette machine. Et voilà, la machine est entièrement remontée, il est temps de la tester. Et voilà, c'est l'heure tant attendue du verdict, enfin. Et elle ne coud pas. Elle ne coud absolument pas. Les griffes d'entraînement vont d'avant en arrière sans même enclencher l'avancée du tissu. Bon, je dois dire que je m'en doutais un petit peu. Ça aurait été beaucoup trop facile, alors je ne l'ai pas enfilé. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon j'aurais eu un bourrage. Et encore que non, je n'aurais pas eu de bourrage parce que il y avait encore un problème que, à ce moment-là, je ne connaissais pas. Et bon, même si je m'en doutais, ça m'a quand même agacée. J'aurais bien aimé que ça fonctionne du premier coup. Alors j'ai pris la machine et je l'ai mis de côté pour venir terminer de huiler le coffret, mais cette fois à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je me suis repassé le film du démontage et du remontage de la machine pour essayer de trouver où était la panne. Qu'est-ce que j'avais fait qui n'allait pas? Parce que c'était obligatoirement moi le problème. Il n'y a presque rien dans les machines à coudre que l'on ne peut pas régler avec un petit peu d'huile, un petit peu de nettoyage et un équilibrage. Donc, il y avait forcément quelque chose que j'avais mal fait. Et il fallait que j'arrive à déterminer exactement qu'est-ce que c'était pour pouvoir la faire coudre. Et là, ce fut une autre paire de manches. Parce que la machine n'est pas si complexe que ça, mais en même temps, elle est très complexe. C'est un petit peu un non-sens de dire l'un et l'autre dans la même phrase, mais au niveau de son fonctionnement, elle n'est pas complexe, mais elle est extrêmement complexe d'un point de vue de son assemblage, de comment elle fonctionne, et quand on ne connaît pas une machine aussi bien que j'avais pu connaître la Clemens Müller avant même de commencer la restauration, parce que j'avais vu énormément de vidéos sur internet, là, il n'y en avait pas, tout simplement pas. Tout juste quelques vidéos d'Alex Askarov, et encore, il montre un peu la machine, mais il ne montre pas réellement son fonctionnement interne, ni même une restauration ou autre, et il n'y en a pas d'autres sur internet. Absolument aucune. Mais vraiment aucune. J'ai donc fait des heures et des heures de recherche le soir même pour essayer de déterminer quel était le problème et je suis tombée sur le site des machines à coudre anciennes et là j'ai trouvé quelques articles que j'ai lus et qui m'ont permis de déterminer plus ou moins quel pouvait être le problème. Mais ce n'était pas le problème auquel j'allais avoir affaire immédiatement. Ce serait un problème dont j'allais avoir affaire plus tard. Donc j'ai trouvé un problème sans savoir que j'avais la solution à un problème que je ne connaissais pas encore. Oui, j'ai fait fort.
Et bon, après mes recherches de la soirée le lendemain, j'ai redémonté l'entièreté de la machine. J'ai réussi à trouver que j'avais vissé beaucoup trop la vis qui permet l'actionnement de l'arbre des griffes d'entraînement. Donc j'ai desserré la vis, j'ai remonté la machine, elle ne cousait toujours pas. J'ai donc de nouveau redémonté l'entièreté de la machine pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant de la remonter ne trouvant rien. Elle ne cousait toujours pas. Je l'ai refait une troisième fois, donc qui correspond du coup à la cinquième, puisque je l'avais démonté pour retirer également tout l'huile que j'avais mis. Et ça ne cousait toujours pas. J'ai continué donc mes recherches le soir d'après pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, et là j'ai trouvé que ça pouvait être un problème de longueur d'aiguille. Mais je n'étais pas sûre des aiguilles que je devais acheter. J'ai donc contacté les membres du forum des machines à coudre anciennes. D'ailleurs, je remercie vraiment énormément la personne qui m'a répondu. J'essaye de répondre à sa réponse depuis dès qu'elle m'a répondu en fait, mais je n'y arrive tout simplement pas. Je sais pas si j'ai un bug au niveau du forum, mais enfin, si vous passez par là, monsieur, merci énormément d'avoir sauvé cette machine et de l'avoir fait recoudre, parce que spoiler alerte, c'est bon, elle coud. Je vous expliquerai le problème plus tard. Ou si quelqu'un du forum connaît Simenco, dites-lui s'il vous plaît de ma part, merci pour m'avoir aidé par rapport au type d'aiguille, parce que même si j'avais un doute, j'allais acheter les mauvaises aiguilles. Donc merci beaucoup de m'avoir aiguillé sur le type d'aiguille dont avait besoin cette machine, parce que elle a pu repartir grâce à vous. Et d'ailleurs, au passage, en flânant sur le site, je me suis rendu compte que la manière dont j'avais enfilé ma bobine était mauvaise, donc du coup je l'ai remis dans le bon sens. En même temps, et à ma décharge, elle est arrivée à la maison montée à l'envers. Et je ne pouvais pas deviner qu'elle était malheureusement pas dans le bon sens, et donc j'ai remonté à l'envers ma bobine. Et donc voilà, maintenant je me suis dit c'est bon, elle est correctement remontée. Je vais enfin pouvoir la faire coudre correctement. Non, absolument pas. Alors je me suis dit que le problème venait de ma bobine de fil, qui était beaucoup trop large par rapport au porte-bobine, et que donc du coup la tension était pas bien réglée, et que le problème venait de là. Non, le problème ne venait pas de là, même si je pense que ça jouait quand même, puisque j'ai recommandé des bobines chez Rascol qui étaient beaucoup plus étroites, et pour le coup, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux au niveau du porte-bobine. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de coudre avec en faisant très attention à ma vitesse. J'ai donc changé mon aiguille pour les aiguilles Schmetz que j'avais achetées pour la Clemens Müller puisque je n'avais pas encore posé ma question sur le forum. Je suis allée un petit peu trop vite en besogne tout à l'heure et j'ai voulu tester avec les Schmetz. Mais en fait, là non plus, elle n'a pas cousu. Et pour cause, arrivé au soir, excédée, je pose ma question sur le forum et j'attends avec impatience une réponse. Le lendemain, j'ai une réponse, je vois la réponse de Simenco. Encore une fois, merci à vous. Et je me rends compte que, effectivement, mes aiguilles, elles sont pas assez longues, que le chat n'est pas assez grand et que je n'arriverai à rien. J'ai donc recommandé des aiguilles spéciales uniquement pour cette machine qui correspondent plus à cette machine que celle que j'avais achetée pour la Clemens Müller. Et là encore une fois, la machine ne cousait pas. Mais c'était vraiment des tout petits problèmes cette fois, il y avait encore un décalage de 1 mm par rapport à l'aiguille, mais de mon fait, donc je l'ai réglé, ça a été beaucoup mieux. J'avais un problème dans la tension également de mon fil, donc ça refusait de coudre, la machine ne pouvait tout simplement pas coudre, le fil ne formait pas la boucle qu'il fallait pour que le looper puisse rentrer à l'intérieur et former la boucle de couture, donc c'était vraiment des petits arrangements minimes qu'il fallait faire, mais qui m'ont quand même tourneboulé le cerveau et qui ont fait que je commençais vraiment à croire que la machine, en fait, ne fonctionnerait jamais. Et en réalité, j'ai repris l'entièreté du post de A à Z en regardant bien les photos que Simenco avait postées avec également toutes les informations dessus. Et là, j'ai compris ce qui n'allait pas. J'ai fait tous les changements que je devais faire, y compris le changement de synchronisation. J'avais un problème de synchronisation sur le looper. Et là, miracle, elle a décidé qu'enfin, elle allait coudre. Mais bon, avant, elle a quand même attendu l'appel désespéré que j'ai fait à ma mère pour me plaindre qu'elle ne cousait toujours pas. D'ailleurs, également un merci à ma maman, je crois que je peux lui décerner un trophée de la plainte et de la gestion des plaintes à propos de cette machine, tellement il y en avait parce que j'étais désespérée de voir que je n'arrivais pas à la faire coudre. Mais c'est fou de voir la précision encore aujourd'hui de ces machines anciennes. Le moindre petit grain de sable dans les rouages et c'est terminé, ça ne coupe pas.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les séquences couture de la machine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.